Ok. Alors, du coup, je vous présente Benoît de Courson, qui va commencer une thèse en septembre, d'ailleurs, avec un des chercheurs qui était dans une de mes slides, avec Frank Hennies, qui avait fait le fameux papier sur la LHT avec Daniel Nettel. Et il n'a pas encore commencé sa thèse, mais c'est quelqu'un qui a déjà euh, plusieurs papiers à son actif, dans des très bonnes revues. Et il va vous parler un petit peu justement d'un aspect que moi je n'ai pas mentionné, qui est qu'est-ce que la modélisation peut apporter à ces débats et plus globalement aux sciences sociales. Merci. Merci d'ailleurs Geoffrey de m'inviter dans ce cours, ça me fait hyper plaisir. Et ben, c'est réciproque, on est content de t'avoir. Et du coup, je vais commencer avec une première question, justement. Peut-être commencer par la base, c'est un modèle, à quoi ça sert? Et quoi sert un modèle? Déjà, il faut peut-être définir le modèle, essayer de définir ce que c'est qu'un modèle. Ça m'a fait assez plaisir là dans tes slides, quand tu présentais l'article de Hagen, je voyais qu'il mentionnait les theoretical evidence en mettant des guillemets à evidence en particulier, parce que effectivement, les modèles ont un statut assez particulier en tant que preuve scientifique. Et c'est ce que je vais essayer de clarifier, notamment ce que je vais essayer de clarifier dans ma présentation. Donc qui au départ se voulait être l'explication de ce que sont les modèles, en, d'à quoi servent les modèles et ce qu'ils éclairent en sciences sociales évolutionnaires. Et c'est devenu un propos un peu plus général sur les sciences sociales globalement. Donc la meilleure définition que j'ai d'un modèle, c'est celle-là, c'est en anglais parce que je ne voulais pas la trahir en la traduisant. Euh, donc un modèle, c'est un engin logique qui transforme des hypothèses dans des conclusions. Donc le modèle peut-être le plus simple auquel on peut penser, tout simplement celui-là, celui que je vous ai mis à l'écran. Si on suppose qu'il existe un carton qui a une longueur L, une largeur W et une hauteur H, alors avec cette formule, on peut calculer le volume du modèle. C'est vrai, sous ces hypothèses-là, effectivement, ce volume est celui-là. Et déjà, ce qu'on sent ce premier exemple de modèle, un peu trivial, qui n'est pas spécialement passionnant, c'est qu'un modèle est toujours une idéalisation de la réalité. Donc ici, parce qu'un carton parfaitement droit, ça n'existe pas. Dans la réalité, on n'en a jamais vu et on n'en verra sûrement jamais. Et par ailleurs, c'est un peu tout ce qui fait l'utilité du modèle, parce que ça donne une très bonne approximation en fait du volume réel des cartons de la vraie vie. Et mieux que ça, en fait, en idéalisant la réalité, en supposant que les cartons euh, de la réalité ont cette structure parfaite, idéale de cubique, on peut faire ce calcul, on peut avoir une formule, là où calculer le volume d'un carton un peu gondolé, un peu tordu, je ne sais quoi, serait à peu près impossible. Maintenant, on peut se demander qu'est-ce qu'un bon modèle, qu'est-ce qu'un modèle utile ou pertinent, qu'est-ce qu'un modèle qui va nous intéresser en sciences sociales. C'est un peu plus délicat parce que bon, le modèle du carton n'est pas passionnant et vous n'allez pas vous en servir tous les jours dans vos recherches. D'abord, il faut des hypothèses qui soient raisonnables, qui soient idéalement empiriquement soutenues ou du moins qui semblent naturelles ou des hypothèses qui ne sortent pas de nulle part. Des hypothèses, si possible, en petit nombre. Donc un bon modèle sera en général considéré comme un modèle parcimonieux, ce qui rappelle un peu l'idée du rasoir de Camme avec laquelle vous devez être familier. Et des conclusions, ici c'est plus compliqué de savoir ce qui fait un bon modèle, je pense qu'il y a plusieurs points de vue, mais des conclusions qui soient idéalement un peu étonnantes, des conclusions qu'on n'ait pas pu deviner à l'œil nu sans faire le modèle, pertinentes dans un certain sujet pour éclairer un certain débat, ou idéalement on peut se permettre de rêver des conclusions qui soient empiriquement valides, même si en sciences sociales les choses sont assez compliquées. Il y a deux approches en modélisation qu'il faut bien distinguer. Une approche qu'on pourrait dire axiomatique, où on part des hypothèses pour aller vers les conclusions, en considérant donc les hypothèses comme des axiomes. C'est ce qui est fait en physique souvent, où là on peut se permettre dans les sciences exactes d'être à peu près sûr de nos hypothèses et de voir ce qu'elles impliquent, à un niveau supérieur, à un niveau de généralité supérieur. Et c'est aussi ce qui est fait en général en économie, ce qui est souvent moins légitime, où on part d'un axiome, l'axiome canonique de la microéconomie, qui est que les individus sont rationnels et optimisent leur bien-être, et on voit ce que ça implique sur la structure de leur consommation, sur l'offre de travail, etc. Et l'autre approche, celle que je vais plutôt vous défendre aujourd'hui, c'est une approche qui part des phénomènes, parce que les phénomènes sont en général beaucoup plus faciles à observer que les hypothèses. Souvent, on fait un modèle où on fait des hypothèses de ce qui se passe au niveau micro, typiquement ce qui se passe dans le choix des individus, et on essaye d'en conclure ce qui va se passer au niveau macro. Et souvent, le niveau macro est beaucoup plus facile.
il est beaucoup plus facile d'observer un taux de chômage que les raisons pour lesquelles les gens sont au chômage, par exemple. Donc une approche qui me semble plus saine et plus utile en sciences sociales, c'est de partir des phénomènes et de proposer des axiomes qui génèrent effectivement ce phénomène. Bon, mais je clarifierai ça plus tard. Un très bon exemple, je pense, d'une bonne théorie, pour faire un peu le pont avec le cours de Geoffrey, c'est la théorie de l'évolution, qui au fond est un modèle, qu'il soit verbal ou formalisé. Ce modèle-là, il repose sur 3 hypothèses, donc ce qui le rend extrêmement parcimonieux au vu de sa puissance explicative. L'hypothèse, c'est celle de l'héritabilité, au moins partielle. Donc le fait qu'il y ait un certain lien, une certaine corrélation entre un trait chez le père et un trait chez l'enfant, typiquement la couleur des yeux, je ne sais quoi. Une variabilité, donc si je prends la couleur des yeux, qui est des yeux de différentes couleurs dans la population, et un succès reproducteur différentiel et qui dépend de cette variabilité. Donc par exemple, que les gens aux yeux bleus laissent en général plus de descendants sur cette terre que des gens aux yeux verts. Bon, dans les yeux, ça ne me semble pas du tout évident. Une meilleure illustration, c'est peut-être de prendre une illustration d'actualité avec le Covid, celle du variant anglais par exemple. Donc on a une héritabilité, puisque quelqu'un qui est infecté par le variant anglais, s'il infecte quelqu'un d'autre, à moins qu'il se passe quelque chose, une mutation terrible, ou en général, il y a une héritabilité très parfaite. La personne qui va être infectée par un patient infecté au variant anglais sera elle aussi infectée au variant anglais. Il y a une variabilité, puisqu'il y a plusieurs variants, c'est tout le sens du mot variant, il y a plusieurs variants en compétition dans la nature, et il y a un succès reproducteur différentiel, parce que malheureusement, le variant anglais se diffuse mieux, et plus contagieux. Et la conclusion qu'on peut tirer de ces 3 hypothèses, qui est toute simple, c'est qu'il y a une évolution par sélection naturelle, ce qu'on peut définir tout simplement par, sans rentrer dans des considérations d'adaptation, de design ou je ne sais quoi, la sélection naturelle, c'est juste simplement défini par Darwin comme l'augmentation de la fréquence d'un certain variant. Donc typiquement ici, le variant anglais qui augmente sans cesse en fréquence en Europe. Une autre distinction qu'il faut vraiment avoir en tête quand on parle de modélisation, c'est celle entre expliquer et prédire, qui dans certains cas peut ne pas être pertinente en pratique, ou on peut en pratique confondre expliquer et prédire. Par exemple, dans les sciences exactes, en physique, en général, un modèle est à la fois explicatif et prédictif, mais c'est vraiment pas le cas. Donc, quand on parle de modèles dans les médias, par exemple, typiquement en épidémiologie, mais aussi en météo, c'est souvent des modèles qui ont une vocation prédictive, qui sont là pour, c'est-à-dire de guide à la décision, pour éclairer. Et qui servent c'est une sorte de machine qui nous donne une prédiction, qui nous dit dans 2 semaines, la météo sera telle, les chiffres des contaminations seront tels. Mais c'est pas tellement l'approche que je vais vous donner ici. Donc un bon exemple d'un modèle qui est descriptif mais pas spécialement explicatif, c'est la courbe exponentielle. Ici, je vous ai mis à droite un graphique du nombre de cas en Italie au début du mois de mars 2020, en tout début d'épidémie, qui sont très bien fités, comme vous le voyez, par une courbe exponentielle. Et si on le prend comme un modèle prédictif, si on étend la courbe jusqu'au 15 mars, jusqu'au confinement globalement, c'est un modèle qui va également avoir un bon pouvoir prédictif. Mais ici, ce modèle qui consiste simplement à appliquer une courbe exponentielle ne donne pas d'explication. On ne sait pas d'où vient cette courbe exponentielle, on n'a pas de mécanisme qui permet d'expliquer le phénomène. Et cette explication, on peut l'avoir avec un modèle un peu plus subtil, ce qu'on appelle un modèle SIR, c'est un peu l'outil de base des épidémiologues, qui vise d'abord à expliquer la forme exponentielle des épidémies en début de phénomène, qui s'écrit simplement comme ça. Là, je vous l'ai écrit, c'est une équation différentielle, mais qui est assez simple à comprendre. Donc delta I sur delta T, c'est la dérivée avec le temps du nombre de personnes infectées. C'est le nombre de personnes qui vont être nouvellement infectées, si vous voulez, le nombre de contaminations à un instant, comment le stock de patients contaminés varie. Et ça s'écrit comme lambda I. Donc c'est proportionnel au nombre de gens qui sont infectés, ce qui est très logique, parce que si votre probabilité d'être infecté, si vous prenez un petit déjeuner avec un ami, la probabilité qu'il vous infecte, elle est proportionnelle à la proportion de gens qui sont infectés dans la population, enfin en première approximation du moins. Si vous prenez quelqu'un au pif dans la nature, sa probabilité qu'il a de vous contaminer, elle dépend de la probabilité du nombre de gens qui sont contaminés à cet instant. Fois, donc S, c'est le nombre de gens qui sont la proportion, dans la population de gens qui sont susceptibles, donc qui ne sont pas immunisés, qui n'ont été ni vaccinés ni infectés,
mais en début d'épidémie, on peut l'approximer par 1, puisqu'on peut, on peut faire comme si la population était naïve, comme si personne n'était immunisé. En mars 2020, en Italie, c'est clairement le cas. Et cette équation différentielle, elle se résout très simplement avec une exponentielle. Ici, bon, une façon de le voir, c'est que l'exponentielle, c'est une courbe qui a un taux de croissance constant, qui double toutes les semaines, par exemple. Et ici, vous voyez que le taux de croissance, le delta I sur delta T, est proportionnel à I. Donc c'est bien ça, c'est un taux de croissance constant. Là, on a vraiment un modèle explicatif. On a expliqué la forme exponentielle avec un modèle qui repose sur des hypothèses de base, des hypothèses qui sont raisonnables. C'est très naturel que la probabilité de se faire infecter soit proportionnelle à la prévalence du virus dans la population, d'où cette forme exponentielle. Un autre exemple, peut-être encore meilleur, d'une théorie qui est explicative mais pas prédictive, parce que le modèle SIR, lui, il se trouve qu'il est à la fois explicatif et prédictif, c'est la théorie de l'évolution, qui, par exemple, comme je vous l'ai dit, peut expliquer pourquoi le variant anglais a gagné en fréquence dans la population, mais sauf dans de très rares cas, et très peu. Par exemple, on est à peu près incapable de savoir quel sera le prochain variant qui va nous tomber sur le coin de la gueule dans les prochains mois. Ça existe à la marge, mais c'est globalement pas l'approche et c'est pas l'esprit de la théorie de l'évolution, qui est faite avant tout pour être explicative. Un dernier point à clarifier avant de rentrer dans le dur, c'est que les modèles sont des tautologies. Ça peut apparaître assez décevant dit comme ça, mais comme partout en mathématiques, les conclusions d'un modèle découlent des hypothèses. Un modèle, c'est une relation logique entre des hypothèses et des conclusions, donc c'est purement autotélique. Pas autotélique dans le sens circulaire, mais dans le sens où ça ne peut pas être faux. Il y a une cohérence interne. Ce qui du coup pose un vrai problème de falsifiabilité et un peu au cœur du statut particulier des modèles en épistémologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment falsifier un modèle. Un modèle, il est vrai, enfin si vous n'avez pas fait de fautes dans vos équations, si vos maths sont correctes, un modèle est vrai par design, par définition. Le modèle, c'est l'affirmation que telles hypothèses impliquent telle conclusion. Donc si les conclusions ne sont pas pertinentes dans la réalité, vous pouvez le prendre comme une preuve par l'absurde et dire que si la conclusion du modèle ne se vérifie pas, alors les hypothèses sont fausses. Mais le problème, c'est que les modèles sont toujours faux, puisque les modèles sont des idéalisations de la réalité. Donc c'est assez compliqué de dire qu'on peut falsifier un modèle. Et par ailleurs, un peu dans l'esprit de ce que Geoffrey vous racontait sur les Justo Stories, on peut globalement prouver n'importe quoi grâce à des hypothèses ad hoc. Si vous triturez suffisamment bien les hypothèses de votre modèle, vous pouvez arriver à peu près à n'importe quelle conclusion. Donc, avant tout, il faut se poser la question de ce que prouve un modèle, quelle connaissance il apporte, en quoi il produit de la connaissance, pourquoi c'est une étape essentielle de l'entreprise scientifique. Donc, bon, moi, ma position, c'est que c'est une étape essentielle de l'entreprise scientifique, et heureusement, parce que sinon, je ne vois pas pourquoi on me paierait à faire des modèles. Mais ça demande vraiment de se creuser la tête, et c'est quelque chose qui est très peu fait en sciences sociales. Souvent, le problème, c'est que le modèle, c'est aussi un outil de légitimation. C'est une façon de prétendre que sa théorie est solide, scientifique et validée, où les gens disent t'inquiète, j'ai fait un modèle, ça marche mon truc. Mais ce qui fondamentalement n'apporte pas de solidité particulière à la théorie. Une théorie, elle est vraie dans la nature ou pas. Elle n'est pas plus vraie une fois qu'on a fait un modèle. Et l'autre problème, c'est que le modèle il est souvent écrit en langage mathématique, ce qui, pour le commun des mortels, est comme ouvrir un grimoire. Donc, on l'utilise souvent un peu comme de la poudre aux yeux pour se dispenser de défendre mieux sa théorie. Donc, la première raison pour laquelle il convient de modéliser, c'est que les humains sont stupides et que même si les conclusions d'un modèle... Tu as traduit ma question par précognition, Benoît. Mais c'est pas grave, du coup, tu vas nous dire, du coup, comme moi je parlais de LHT tout à l'heure, tu vas nous dire, du coup, en sciences sociales ou dans les approches évolutionnaires, qu'est-ce que ça va nous apporter de plus qu'une théorie verbale, du coup? La première chose, ça va nous apporter de plus qu'on est souvent assez stupide et que les modèles sont, en un certain sens, moins stupides que nous. Pourquoi? Parce que les conclusions d'un modèle sont au fond contenues dans les hypothèses, parce qu'elles sont tautologiques, mais on est incapable de les voir. Parce que tout simplement pour des questions de limitation cognitive, parce que notre cerveau est pas fait, l'évolution ne nous a pas donné des cerveaux capables de faire des calculs très longs, très complexes et très ambitieux. C'est absolument pas les choses qui étaient valorisées dans l'environnement ancestral. Bon, là, je donne une explication, une just story pour expliquer pourquoi on n'est pas capable de modéliser à l'œil nu, mais ça va vous paraître assez naturel, je pense.
Et du coup, en ce sens, les modèles sont un peu une béquille de la pensée. Vous pouvez voir votre ordinateur comme un supplétif, une sorte de cerveau de secours, qui lui a plus de mémoire, plus de capacité de calcul, et peut faire des simulations très puissantes, là où vous seriez limité à l'intuition. Un exemple d'un modèle surprenant qu'on est complètement incapable d'intuiter à l'œil nu, c'est le modèle de Schelling, le modèle de ségrégation de Schelling. Thomas Schelling, c'est un économiste vraiment fondateur qui a fondé une nouvelle façon de modéliser dans les années 70, qui a d'ailleurs eu le prix Nobel pour ça, et qui s'est intéressé au phénomène de ségrégation socio-spatiale. Donc là, ici, je vous ai mis une carte de New York, où chaque individu est représenté par un point. Donc c'est ça qui est frappant, c'est là, ici, tous les individus sont représentés, et vous voyez des blocs de couleurs très homogènes. Les couleurs ici représentent le groupe ethnique auquel appartiennent les individus. Donc vous avez vraiment des blocs très homogènes de personnes noires, de personnes blanches, de personnes hispano. Et à la vue de cette carte, le commun des mortels s'écrit « Oulala, ils doivent être hyper racistes ». Si les gens sont vraiment les gens ont choisi d'habiter avec leurs semblables et d'habiter loin des gens qui leur ressemblent pas, il doit vraiment y avoir un souci. Ce à quoi Thomas Schelling s'est dit qu'il allait faire un modèle pour voir dans quelle mesure on pouvait effectivement déduire de ce pattern de ségrégation des préférences individuelles contre la différence. Donc il a fait un modèle assez simple. Ici, c'est pas un modèle mathématisé, c'est plutôt un modèle simulé, ce qu'on appelle un modèle computationnel où on fait des hypothèses, on les rentre dans un algorithme, on fait tourner l'algorithme pour faire des simulations. Donc c'est là où l'ordinateur a toute sa puissance. Et on observe les résultats, la phénoménologie des résultats. Donc son hypothèse, c'est qu'on va représenter une ville, enfin une aire urbaine, par un damier en 2 dimensions, où chaque case est occupée par un individu qui peut être bleu ou rouge. Donc ici, les bleus et les rouges représentent les 2 ethnies de la région. Et il y a des cases blanches qui sont les maisons vides. On met initialement, on définit un certain taux de maisons vides, et les autres cases sont occupées aléatoirement par un individu rouge ou un individu bleu au début. Et on dit qu'un individu est satisfait tant qu'il y a autour de lui au moins X% d'individus de sa couleur. Donc ici, la variable X représente, si vous voulez, à quel point l'individu est raciste. Si par exemple X c'est 90%, c'est-à-dire que l'individu ne supporte pas d'avoir moins de 90% d'individus bleus autour de lui. Donc c'est une quantification, c'est un paramètre du modèle qu'on va pouvoir faire évoluer, qui nous indique à quel point un individu tolère ou non la différence. Et s'il n'est pas satisfait, un individu va déménager vers la case vide la plus proche de lui. Je vais vous montrer ce que donne ce modèle, si on le fait tourner. Donc ici, j'ai trouvé une petite application où on définit une taille de population, un taux de maison vide et un taux de similarité. Donc on va par exemple supposer que les individus sont pas trop racistes, qu'ils aiment avoir au moins 30% des gens de la même ethnie qu'eux autour d'eux, mais voilà, donc ils tolèrent jusqu'à 70% de gens différents. Ça les dérange pas d'habiter dans un quartier majoritairement, d'être minoritaire dans un quartier. C'est pas un problème pour eux. Et voilà ce qui se passe. Donc là, on va le faire tourner sur 10 pas de temps, jusqu'à ce qu'on obtienne un état à peu près stable. Et on voit qu'il y a une certaine mixité sociale. On a une soupe, un magma de rouge et bleu, sans claire ségrégation. Maintenant, on peut essayer d'augmenter un petit peu, par exemple de mettre à 0,37. J'étais à 0,3 tout à l'heure, donc il n'y a pas de différence majeure. On va voir ce que ça donne. Et là, la phénoménologie du modèle n'a plus rien à voir. On a une sorte de peau de léopard qui va se former, des agrégats d'individus bleus et rouges qui ne communiquent plus. Donc on a une carte qui ressemble beaucoup plus à la carte de New York de tout à l'heure. Donc je coupe mon chemin, mais on va vers un état complètement ségrégé, avec une très faible différence. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un phénomène d'avalanche qui s'est produit, en fait. On peut faire une analogie avec les avalanches, où quand des gens commencent à fuir une zone, quand par exemple des bleus commencent à fuir une zone, ça rend la situation d'autant moins supportable au sens du modèle pour les autres individus bleus, qui seraient restés dans ce quartier si les autres étaient restés, mais qui, du fait du départ des autres, décident de partir. Donc on a une sorte de réaction en chaîne, un peu comme en physique nucléaire. Et à partir d'un certain point, on a un point critique où d'un coup on passe. Souvent, il y a beaucoup de physiciens qui font une analogie avec ce qu'on appelle les transitions de phase en physique, où tout comme quand on augmente la température
les molécules d'eau vont tout à coup passer de l'état solide, où tout est figé, tout est bien ordonné géométriquement, à un état liquide, de façon très subite. Quand on franchit les 0 degrés, on a cette transition de phase. Ici, pareil, quand on franchit un certain degré de racisme, on a cette transition vers une peau de léopard. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'on aurait été, enfin, dites-moi si c'est pas votre cas, auquel cas j'aimerais bien votre contact, on aurait été à peu près incapable d'intuiter ce résultat. Parce que là, on voit que en fait, une population peut en fait, se ségréger à l'insu de son plein gré un petit peu. Je sais pas, oui, c'est une référence à un cycliste français, donc comme vous êtes suisse, ma blague va sûrement tomber à l'eau. Un cycliste qui avait dit qu'il s'était dopé à l'insu de son plein gré. Bon, mais ici, c'est réaliste. C'est pas une boutade. On peut avoir des situations où une population se ségrège sans vraie raison, simplement par phénomène d'avalanche, alors que les gens sont plutôt tolérants. Et donc, en fait, il est extrêmement dur. La conclusion assez profonde de ce modèle, c'est qu'il est assez dur d'inférer les préférences individuelles à partir des comportements collectifs. Ce qu'on observe, c'est le niveau agrégé, le niveau macro. On observe une ségrégation socio-spatiale, et on a tendance immédiatement à en inférer que les individus ont choisi cette ségrégation, que les individus sont intolérants. Ce qu'on appelle une erreur écologique. On ne peut pas faire ça, et c'est un peu l'enseignement de ce modèle. Donc, ce n'est pas forcément l'explication de la ségrégation. Après, il faudra demander à des géographes si c'est effectivement ce qui se passe, si c'est une bonne description de ce qui se passe, si ça concorde empiriquement. Mais au moins, c'est un modèle qui clarifie, qui ouvre de nouvelles questions et qui permet de poser le débat sur des bases formelles et sur des bases plus solides, à mon avis. Une deuxième raison pour laquelle il convient de modéliser, c'est que les humains sont trompeurs. En fait, au fond, toute théorie repose sur un modèle. On l'a vu déjà avec le cas de la théorie de l'évolution, que Geoffrey vous a exprimé sous la forme verbale, mais qu'on peut formaliser avec des hypothèses, des conclusions, et qu'on pourrait même mathématiser, même si c'est clairement pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Au fond, toute théorie implicitement est un modèle verbal, d'où la citation que je vous ai mise d'Epstein en 2008, que j'aime beaucoup. Le choix, c'est pas tellement de construire ou non un modèle, c'est de construire ou non un modèle explicite. De toute façon, il y a un modèle sous-jacent, quel que soit l'argument qu'on produit, c'est enfin un argument déductif. Et la question, c'est est-ce qu'on va le formaliser? Et l'avantage de le formaliser, c'est que les mathématiques et les algorithmes sont un langage formel. Ce qui permet deux garanties. D'une part, la transparence, ce qui est une garantie d'une part d'éthique scientifique et de compréhension par les lecteurs de nos travaux. Toute hypothèse dans un langage formel doit être explicitée. C'est particulièrement clair avec les algorithmes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà programmé, mais le programme, donc c'est une liste d'instructions que vous donnez à votre ordinateur, et contrairement à un humain, vous devez tout spécifier. Vous devez, même dans certains langages, spécifier quel est le type d'une variable, etc. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté. Vous ne pouvez pas laisser des sous-entendus dans un modèle, alors que le langage humain, au contraire, lui, est fait et pétri de sous-entendus. Les linguistes vous diront même que ce qui définit le langage humain, ce qui le rend efficace, c'est d'être complètement sous-spécifié et de reposer sur la connivence entre les locuteurs, sur le contexte, et qui permet de compléter les sous-entendus. Et c'est lié. Les mathématiques, du coup, ce langage formel permettent de s'assurer de la cohérence interne d'un argument. Un modèle verbal peut être trompeur, c'est le cas là, du modèle des Shadocks que je vous ai mis sur l'image à droite. En essayant continuellement, on finit par réussir, donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Un modèle qui, parce qu'il est sous-spécifié, parce qu'on n'a pas explicité toutes les hypothèses, permet d'arriver à un résultat complètement incohérent, à deux conclusions qui sont mutuellement incompatibles. On pourrait prendre le temps de spécifier ce que sous-entendent les Shadocks, de voir par exemple que sur un temps infini, la probabilité de réussir au Big Bokeh va tendre vers 1 et de voir ce que ça implique sur le changement de probabilité au fil du temps. C'est pas notre propos ici, mais si on le faisait, on est à peu près sûr, on est même sûr qu'on ne pourrait pas arriver à ces deux conclusions. Donc on aurait un modèle qui au moins tranche entre les deux. Bon, mais ici, comme le propos des Shadocks est d'être rigolo, on va les laisser dans leur ambiguïté, ce qui fait toute la puissance de la blague. Et l'exemple d'une théorie qui est justement souvent exprimée comme une théorie verbale, qui du coup est trompeuse parce qu'elle laisse la porte aux sous-entendus et aux incohérences internes, c'est la Life History Theory, dont vous parlait Geoffrey tout à l'heure. Donc un petit florilège qu'on peut prendre de l'affirmation qu'on trouve dans cette littérature. D'une part, c'est l'idée que la Life History prédit un continuum fast-slow entre deux types de stratégies, rapides ou lentes, adoptées par les individus.
Donc les individus, selon leur environnement, l'abondance de leur environnement, ou de leur écologie, ou de leur petite enfance, vont se disposer sur un axe où ils sont plus ou moins fast ou plus ou moins slow. C'est presque un trait de personnalité. Bon, déjà, à ce niveau-là, c'est très peu modélisé et c'est plutôt une intuition qu'on a que plus la vie est rude, plus on va se dire fuck tomorrow et it's all for today. Et les gens utilisent cette idée pour prédire, par exemple, que les individus fast, ceux qui vivent dans un environnement rude, sont enclins à faire des comportements risqués comme boire, ne pas mettre sa ceinture au volant ou la criminalité, ce qui va nous intéresser ici. Et par ailleurs, on voit aussi d'autres, parfois d'autres chercheurs qui utilisent la Life History Theory pour prédire que les individus pauvres dans fast sont plus risque-averses. Par exemple, c'est pas mal utilisé pour expliquer les comportements des agriculteurs, le choix des semences, qui souvent choisissent des semences sous-optimales simplement pour s'assurer qu'ils vont pas perdre leur récolte. Ou c'est utilisé pour expliquer le sous-investissement scolaire des classes populaires, qui souvent rechignent à investir dans l'éducation secondaire ou supérieure, avec l'idée que ça coûte très cher et que leur retour sur investissement est incertain, donc ils n'ont pas les moyens de rater et que du coup, c'est une mauvaise idée pour eux. Et globalement, c'est l'idée que les pauvres ne fondent pas de start-up parce qu'ils sont trop dans leur zone de confort, si je veux le dire de façon beaucoup plus provoque. Donc là, on voit bien qu'il y a une incohérence interne entre ces deux affirmations qui ne peuvent pas être vraies en même temps. On ne peut pas être à la fois enclin au risque et avers au risque. C'est deux choses complètement opposées. Donc la même variable ne peut pas engendrer deux conditions opposées. Et pour éviter de dire ce genre de foutaise, un modèle formel peut être d'une grande aide. Donc ici, je vais vous présenter un travail que j'ai fait avec Daniel Nettel. Pardon. Juste 30 secondes avant que tu nous parles de tes travaux, justement. C'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner, que je t'ai présenté d'ailleurs, mais bon, déjà, ça a beaucoup clarifié, je pense, qu'est-ce que ça vient apporter, les modèles. Et justement, on mentionnait la LHT et tu as eu la chance de collaborer, c'est ton co-auteur sur un papier, Daniel Nettel, qui a justement beaucoup contribué un peu aux apports empiriques, je dirais, sur, en tout cas, l'effet de la pauvreté sur la cognition. Il a beaucoup travaillé à Newcastle, où il a montré que globalement, par exemple, dans certaines zones, les individus plus pauvres avaient tendance à potentiellement moins coopérer ou à mourir plus jeunes, etc. Et donc, donc ce papier a été publié d'ailleurs, il a été accepté et publié. Et moi, à sa lecture, il m'a semblé à la fois lié et à la fois connexe à cette littérature. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment, dans ces travaux-là, qu'est-ce que ça a apporté et qu'est-ce que ça a permis de développer? Ouais. Donc pour ça, il faut quand même que je vous donne un peu les hypothèses et les conclusions du modèle pour voir dans quelle mesure il permet de clarifier ce débat. Donc justement, comme le disait Geoffrey, Daniel Nettel a beaucoup bossé à Newcastle sur la pauvreté. C'est une ville du nord de l'Angleterre très, très désindustrialisée et parmi les plus paupérisées du pays. Et donc, je suis allé là-bas et le projet se mettait dans la droite ligne de ces études. Donc, ce qu'on cherche à expliquer, l'explanandum de notre modèle, c'est d'abord le fort taux de criminalité des communautés pauvres, comme vous le voyez sur le graphique à droite, et le fait que, par ailleurs, le taux d'inégalité, souvent mesuré par l'indice de Gini, semble avoir le même effet. Ici, c'est particulièrement frappant si on met les provinces canadiennes et les États américains, mais c'est vrai aussi au niveau des villes, au niveau des comparaisons entre pays, et même sur des études qui ont été faites à Chicago, si on compare des voisinages des quartiers de Chicago les uns avec les autres. Plus les ressources sont mal réparties, sont réparties inégalement entre les individus, plus on a une criminalité. Le lien est extrêmement fort et extrêmement, extrêmement clair. Et par ailleurs, le fait qu'au sein d'une communauté, les crimes sont souvent commis par les individus les plus désespérés et les plus pauvres. Si on regarde d'un point de vue infragroupe, d'un point de vue individuel. Les hypothèses du modèle, ici, donc on a, si vous voulez, un peu comme Schelling, on définit les individus, on caricature la réalité en disant qu'un individu, on le définit par son niveau de ressources, une valeur entre 100 et 200, disons, qui change à chaque instant du fait du hasard et du fait des actions que pose cet individu, qui joue un public goods game. C'est un paradigme assez standard dans les jeux économiques où je vais vous décrire les actions, ça sera peut-être plus clair.
les trois actions possibles que j'ai pas traduit parce que c'était dur de trouver une bonne traduction en français. La première action, c'est de coopérer. Donc, vous pouvez voir ça comme mettre de l'argent dans un pot commun. Et si tout le monde fait pareil, alors on a un retour sur investissement et cet argent est par exemple multiplié par deux et les individus se partagent le gain. Donc, ce qui est profitable si les autres joueurs font de même, ce qui n'est pas garanti. Parce qu'on autorisait aussi les individus à voler, à prendre de l'argent dans ce pot commun au lieu d'en donner, ce qui est parfois très profitable parce que vous avez une certaine probabilité de vous en tirer sans que personne ne le voie, mais parfois calamiteux parce que dans d'autres cas, pris la main dans le sac, les individus étaient punis très fort et auraient mieux fait de s'abstenir. Et une dernière option qu'on a introduite, qui était de ni de coopérer ni de voler, de garder ses ressources pour soi et de ne pas les investir dans une action commune, ce qui est moins profitable parce qu'on est moins efficace tout seul qu'en coopérant avec les autres, mais exempt du risque d'exploitation. Donc au moins, en gardant son argent dans sa poche, on est sûr de ne pas se le faire piquer. Et on a supposé, pour le coup, ça c'est quelque chose de beaucoup plus original qu'on a introduit dans ce modèle, on a supposé un desperation threshold, donc un seuil, un niveau de ressources sous lequel les individus essayent de ne jamais tomber. Donc ça, c'était dans ce que les individus optimisaient, si vous voulez. Dans le choix des individus, ils cherchaient avant tout à être sûrs, à maximiser la probabilité de ne pas être en dessous d'un certain seuil. On peut l'intuiter comme, si vous voulez, le nombre d'euros, le nombre de francs suisses que vous avez besoin dont vous avez besoin pour payer votre loyer. Souvent, vous essayez de vous assurer qu'à la fin du mois, vous aurez de quoi payer votre loyer, parce que sinon ça va être chaud, vous allez avoir des soucis. Autrement dit, dans notre modèle, les agents ne cherchent pas tant à devenir riches qu'à toujours se maintenir à flot. Ce qui est assez original, c'est pas fréquent qu'un modèle fasse cette hypothèse et qui change, on va le voir, pas mal de choses. Donc, ce desperation threshold, dans la décision des individus, en fait, il les rend sensibles à la variance de leur action. Non seulement donc, l'espérance et la variance, c'est deux concepts statistiques qui définissent donc le gain moyen, c'est l'espérance, et la variance, c'est la dispersion. À quel point la distribution est étalée. Donc ici, je vous ai mis sur le graphique de droite deux décisions, une avec une faible variance low risk, une avec high risk, qui ont la même espérance. En moyenne, ces deux options rapportent autant. Mais là, si on se place juste au-dessus du seuil, si en moyenne on est juste au-dessus du seuil, moins une action est sûre, plus elle a une forte variance, plus elle a de chance de faire franchir ce seuil. Ici, vous voyez que la courbe orange a une probabilité de 10%, 10 fois plus forte que la courbe bleue de vous faire passer en dessous du desperation threshold. Et ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, si on se place juste en dessous du seuil, c'est l'inverse. Maintenant, c'est la forte variance qui vous offre la plus grande probabilité de repasser au-dessus du seuil. Si vous êtes carrément dans la merde, c'est en prenant un maximum de risques c'est seulement en prenant un maximum de risques que vous allez avoir une chance d'être capable de payer votre loyer. Et la conséquence en termes de résultats, si on représente la décision optimale selon deux variables, donc le niveau de ressources sur l'axe horizontal, et sur l'axe vertical, c'est ce que font les autres, c'est le nombre de personnes qui coopèrent, le nombre de personnes dignes de confiance autour de vous. Alors, vous voyez qu'il y a une zone rouge, la zone où on est en dessous du seuil du desperation threshold, où en fait on a intérêt à maximiser la variance, et l'option dans notre modèle qui maximise la variance, c'est le fait de voler des ressources aux autres. Donc en fait, c'est optimal, même si en moyenne c'est une très mauvaise idée. Si vous n'avez pas de quoi payer votre loyer, c'est optimal de prendre des risques parce que si jamais ça se passe bien, ça va vous sortir du pétrin. Donc, en un certain sens, c'est une zone où on n'a rien à perdre. Et on a aussi une zone grise où on a soit assez confiance en les gens, parce que si c'est trop fréquent que les gens soient malhonnêtes autour de soi, on a intérêt à ne pas leur faire confiance, ou alors trop à perdre. Vous avez un petit triangle qui pointe vers le haut, où les gens, en fait, si vous voulez, sont trop proches du seuil, ont trop à perdre en vous faisant confiance. Si jamais vous êtes digne de confiance, même si c'est rare, ils préfèrent garder leur argent pour eux parce que ce serait trop grave que vous les trahissiez. À l'échelle du groupe, maintenant, si vous représentez une population par des individus hétérogènes qui ont différents niveaux de ressources, par une courbe gaussienne ici, donc une population pauvre, c'est une population qu'on peut voir comme proche de ce seuil, où il y a certains individus, une minorité, disons 5 ou 10%, qui sont désespérés, et donc enclins au crime, en vertu du raisonnement que je viens de vous dérouler. Donc chaque personne, si vous tirez une personne au hasard dans la population, elle a toujours une petite chance, 5 ou 10%, d'être d'elle-même désespérée. Et cette probabilité, en fait, si vous modélisez, suffit à rendre la coopération peu alléchante pour les personnes non désespérées. Même une petite probabilité, dans des contextes réalistes, rend la coopération assez stupide. Et en fait, si on augmente les inégalités au lieu d'augmenter la pauvreté, si on disperse la courbe, ça a exactement le même effet. Parce que ce qui compte ici, c'est le nombre de personnes désespérées. Donc si vous étalez la distribution, si vous
si vous donnez plus aux riches et moins aux pauvres, alors les très pauvres sont encore plus pauvres. Et ça augmente aussi le nombre de personnes désespérées. Donc là, ce qui implique au niveau du groupe qu'on a une bistabilité, on a deux équilibres dans lesquels on peut tomber. Soit donc si l'exploitation est très rare au début, on a un cercle vertueux où la coopération va se répandre, ce que vous voyez à gauche. Soit comme vous le voyez à droite, si on a une masse critique de personnes qui sont malhonnêtes en début de simulation, ici c'est à peine 5 ou 10%, alors ça bloque tout parce que le reste des gens observant qu'il y a des individus pas nets autour d'eux préfèrent ne pas coopérer, et on reste bloqué dans cette situation qu'on a appelée le poverty trap. Et ce qui détermine lequel de ces deux équilibres on va atteindre, c'est d'une part en interaction la richesse moyenne, l'affluence et les inégalités. Donc si une population est soit trop pauvre, soit trop inégalitaire, ou un peu des deux, alors on va tomber dans notre modèle dans une situation non coopérative. Pour revenir au paradoxe que je soulevais tout à l'heure entre les deux prédictions contradictoires, en fait, ici on voit que c'est très dur finalement de faire une prédiction sur l'attitude face au risque des personnes peu fortunées, parce qu'on a un flip, souvent on parle de behavioral flip. Si on est autour du deflation threshold, si vous avez juste assez, vous allez prendre les décisions les moins risquées possibles, les plus conservatrices, et si vous avez juste pas assez, dans ce cas-là, ça va être complètement l'inverse et vous aurez intérêt, au contraire, à prendre les décisions les plus risquées. D'où le fait que dans les quartiers sensibles, on trouve à la fois des personnes extrêmement risque-averses qui ont des comportements très conservateurs au sens, pardon, pas au sens politique, au sens des risques qu'ils prennent, et des personnes extrêmement enclins au risque, typiquement les délinquants. Et un aspect très intéressant du modèle dont on ne s'était absolument pas rendu compte lorsqu'on l'a commencé, c'est que ça peut permettre aussi de répondre à la question, est-ce qu'on peut dissuader la délinquance? Est-ce que si vous punissez très très fort les gens que vous prenez la main dans le sac, en premier lieu, vous les empêchez d'être délinquants? Ce que les modèles standards prédisent, en fait, en économie, les modèles classiques de choix rationnel prédisent qu'on peut dissuader les gens d'être criminels par des lourdes peines de prison. Alors qu'empiriquement, les criminologues prouvent à peu près l'inverse, que la sévérité des peines n'a pas d'effet. Typiquement, l'effet de la peine de mort, de l'abolition de la peine de mort a été très étudié et n'a pas le moindre effet sur les taux de criminalité. Et c'est en fait précisément ce que prédit notre modèle, contrairement au modèle classique de choix rationnel. Si on augmente la punition, ça n'a pas le moindre effet sur les décisions. Pourquoi? Parce que finalement, ce que les gens cherchent par la délinquance, c'est la variance plus que l'espérance. C'est le risque qu'ils prennent, la probabilité de s'en sortir. C'est la possibilité de s'en sortir à partir d'une très mauvaise situation, plutôt qu'un bon pari. Donc finalement, ça n'aura pas le moindre effet. Du coup, pour revenir un peu à un propos plus général, pour se clarifier le statut épistémologique d'un modèle, en fait, paradoxalement, ici, mon modèle ne prouve pas sa conclusion. On n'a absolument pas prouvé avec mon modèle que les inégalités avaient cet effet. Simplement, on a observé cet effet dans la nature et on a proposé une histoire, un scénario qui pourrait expliquer cet effet. Stricto sensu, donc un modèle prouve seulement une relation logique entre les hypothèses et les conclusions. Ici, je viens de vous prouver que sous les hypothèses minimalistes et caricaturales que j'ai faites, on arrive à cette conclusion. Et typiquement, donc ici, on appelle ça la generative sufficiency. J'ai prouvé que ce jeu d'hypothèses était une condition suffisante, donc était une condition suffisante pour générer un phénomène. Donc finalement, un modèle, c'est simplement un candidat à l'explication du phénomène. On peut le voir comme ça. Et un modèle, souvent, ne fait que proposer un scénario. Il ne prouve rien concernant la réalité, puisque la réalité, on l'observe, on ne la déduit pas par les modèles. Et en général, il y a une infinité de façons de générer ce phénomène, il y a une infinité de conditions suffisantes. Donc ensuite, il faut choisir. D'ailleurs, je trouve que une bonne façon de choisir entre plusieurs modèles concurrents, c'est les prédictions annexes qu'ils font. Donc par exemple, la prédiction annexe de mon modèle concernant la possibilité de dissuader les criminels est un bon argument en faveur de la validité de ce modèle, enfin de la pertinence empirique de ce modèle, puisque les modèles sont jamais valides au sens strict, les hypothèses étant toujours caricaturales. Du coup, en conclusion, on peut dire que la modélisation est à la fois, on ne va pas s'arrêter là, les sciences sociales, elles sont avant tout sur le terrain, les étudiants des données, et à la fois complètement nécessaire, puisque c'est finalement la seule façon de proposer un candidat à l'explication d'un phénomène dont vous soyez sûr de la cohérence interne, dont vous soyez absolument sûr de la validité théorique, et en plus avec une parfaite transparence des hypothèses que vous posez, en éliminant tous les sous-entendus.
D'où la citation par laquelle je vais terminer mon propos, de Richard Feynman, qui ne faisait pas des sciences sociales mais de la physique quantique. What I cannot create, I do not understand. C'est une approche des sciences sociales qui se répand un petit peu. L'idée que comprendre un phénomène, au fond, c'est être capable de le reproduire soi-même dans une simulation, dans ce qu'on appelle in silico, en posant plusieurs hypothèses et en voyant qu'on peut reproduire ce phénomène. Voilà. Merci beaucoup, Benoît.